On s'est retrouvé à une situation très désagréable. On était là pour pitcher auprès d'investisseurs qui étaient là et des personnes qui étaient là pour autre chose. Et ça a été très très dur à vivre. Honnêtement, je suis sorti de cet événement. C'est la seule fois où j'avais envie d'abandonner. Seule fois. Est-ce que là tu vois un échec cuisant sur un moment qui est hyper important, lever des fonds? Je me suis dit mais en fait on est mauvais quoi, on est simplement mauvais. On voulait mettre un prix plancher, un floor price, ce qui se fait dans certains deals. Et en fait pourquoi ils ont réagi comme ça? Il y avait quand même une raison, c'est que eux ils disaient mais en fait vous prévoyez un scénario catastrophe, nous on est là pour faire progresser la boîte. Ils l'ont vu comme ils essayent de se dire de toute façon ça va pas marcher, ils veulent s'assurer. Moi c'est en novembre, le mec donc du racheteur potentiel me dit je suis désolé, on avait mal regardé mais nos investisseurs bloquent et bloquera, et c'est dans le deal qu'on a avec lui, les rachats qu'on fait avec des boîtes qui ont des EBITDA négatifs. Ce qui était complètement notre cas, enfin on l'avait jamais caché, enfin il n'y avait même pas de... Et il me dit je peux rien faire. Feuille blanche. Les ventes d'entreprise racontées par les entrepreneurs qui l'ont vécu dans Cash Out, ça démarre toujours en musique. Power. Kanye West. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, everybody we rollin'. Créer une boîte à 25 ans, la vendre 5 ans plus tard au groupe préféré des Français, Decathlon, et contrairement à beaucoup d'aventures entrepreneuriales, être encore chez les repreneurs 5 ans plus tard. Aujourd'hui, on va parler de deal qui plante avec un premier repreneur, de repreneur qui t'engueule comme un gosse pour un détail. On va parler de earn-out flottant et d'une intégration qu'on peut qualifier, je pense, de réussie. Alors, si vous êtes en pleine négo de deal, que vous nous découvrez seulement aujourd'hui, je vous recommande d'aller découvrir les 96 autres épisodes de Cash Out. C'est une masterclass pour entrepreneurs avant de vendre sa boîte. N'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit message si vous souhaitez venir échanger avec certains de nos invités à l'occasion des dîners qu'on organise avec les différents invités des médias produits par Feuille Blanche. On ouvre aujourd'hui le Cash Out de Gatien. Gatien, ravi de t'avoir avec nous. Merci, ravi d'être là. Salut Bonjour Gatien, à tous. Bienvenue. Gatien Le Tartre, fondateur de Train Me, je l'ai dit, revendu à Decathlon. La voix qu'on entend si vous êtes seulement en podcast et pas sur notre YouTube, c'est celle de Sacha Doliner, mon fidèle co-host, ami et aussi fondateur de temps en temps, fondateur de Neumann, la banque d'affaires d'entrepreneurs. Ravi de t'avoir avec nous. On a démarré en musique. Je t'ai demandé d'ouvrir avec une musique pour nous parler un peu de toi. Pourquoi ce choix? Alors j'ai pris un gros risque quand même avec Kanye West. Actuellement, on va séparer l'homme et l'artiste, on va dire. Non, tu m'aurais mis l'autre chanson, je l'aurais pas passé. Bien évidemment. Non, et Power, c'est l'énergie pour moi, c'est au centre de tout dans ma vie entrepreneuriale et dans ma vie perso. Toujours envie de faire des choses, toujours des nouvelles idées, qui est à la fois une force, mais qui peut être aussi une faiblesse de partir un peu dans tous les sens. Mais pour moi, c'est mon moteur. Et donc cette énergie, j'essaye de la diffuser au maximum, par exemple aux équipes ou autour de moi. Et c'est hyper important. Donc voilà, je voulais commencer comme ça pour essayer aussi de réveiller peut-être nos auditeurs. Tu peux crier dans le micro hein, si tu veux, ça réveille tout le monde. Quand on a de l'énergie comme ça, il y a ce sujet de tout ce que ça permet de drainer. Et puis il y a le sujet plus personnel où parfois il faut savoir canaliser. Et c'est peut-être là où c'est pas toujours le plus simple. Maintenant, il faut effectivement savoir prendre du recul, se poser et pour éviter la surchauffe. Qui a durant mes 10 années d'entrepreneur est arrivé malheureusement. La vraie surchauffe. La vraie surchauffe, ouais, où en fait t'arrives plus à gérer tes priorités, ton quotidien, etc. Tous les combien ça t'arrive?
Ça m'est arrivé vraiment une fois, tu vois, Ah sur oui, les 10 ans. d'accord. Donc ça va, Ah, ça va. Versus les 9 ans où ça s'est très bien passé. En fait, tu sais que tu surchauffes. Enfin, il n'y a pas de surchauffe type. C'est propre à chacun. Et il n'y a qu'une fois que tu as vécu la surchauffe que tu es capable de dire non, ça c'était peut-être la vraie surchauffe. Exactement. Mais tu vois, ce que je vois par rapport à quand j'ai lancé à 25 ans, c'est que maintenant, il y a quand même j'ai un peu plus de recul sur les choses. Et c'est aussi ça, l'expérience qu'on apprend en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est hyper important, que ce soit sur la partie perso ou sur la partie pro. Et donc, je me sens beaucoup plus confiant sur ces sujets-là, tu vois. Donc, l'énergie n'est que positive maintenant. Eh ben, j'espère. Nous, en tout cas, on va garder l'énergie. Je ne sais pas ce que tu as mis ici. Fool's Garden de Lemon Tree. C'est un peu plus calme, je crois. Ouais, mais ça met un peu la pêche, tu verras. Je la connais pas, en fait. J'avais une chance sur deux, hein, je suis joueur, moi. Tu vas te lever sur la table, je pense. Et pour parler du jour, du deal, celui où tu vas signer la vente de Train Me à Decathlon. Et donc normalement on est censé embarquer dans l'ambiance avec toi de cette journée. Est-ce que c'est le mood dans lequel tu t'es réveillé? Est-ce que c'est l'allure de cette journée qui explique ce choix de chanson? N'est-ce pas, Sacha? J'ai tenté, je suis joueur. Bravo. En tout cas on y va avec Lemon Tree, on en parle après. Ah oui. Tu les connais. Boum, boum. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky, and all that I can see it's just another lemon tree. I'm turning my head up and down. C'est le I don't know how, I don't know why, le choix de la chanson. Ouais, il y a un peu ça, et puis aussi un peu l'énergie que ça dégage sur un peu. Je trouve cette chanson, au-delà des paroles, elle ouvre un peu un champ des possibles. On a l'impression que ça ouvre vers une balade un peu. Ouais, t'as un grand jardin et il y a plein de choses à planter. Exactement. Ouais, donc le matin, j'essaie de me souvenir un peu de T'es où déjà? Ouais, au départ, je suis chez moi le matin. On va être à Paris. Mon associé nous, on a 2 bureaux. On a un bureau à Lyon. Lui, il est basé à Lyon et moi à Paris. Est venu spécialement à Paris, comme de nombreuses fois d'ailleurs. Et on va tous les deux au bureau. Il dort chez toi et vous partez ensemble. Exactement. J'aime bien me représenter. Ouais, c'est exact. Donc un peu d'excitation, mais de l'excitation à double tranchant, parce que comme tu sais, on sait jamais tant que c'est pas signé. Ouais. Donc en plus moi je suis un peu superstitieux sur ces sujets-là, donc j'ai pas envie de sourire plus que ça, tu vois, comme si c'était une journée normale. Mais il y a quand même de l'excitation. Voilà, c'est ça, tu sais. Je t'arrête là. Gatien, vous êtes tous les deux au petit-déj, puisqu'il dort chez toi, on le disait. Toi, t'es superstitieux, ça veut dire que on ne parle pas de ce dont on ne doit pas parler. En tout cas, on ne se réjouit pas. On en parle parce que ça doit se faire. Donc on se dit tout ce qu'on doit préparer. Par contre, on vend pas la peau de l'ours avant d'avoir. Pas de champagne au petit déjeuner. Voilà, pas de champagne au petit déjeuner. Alors que pourtant j'aime beaucoup ça. Mais non. Et... À ne pas reproduire chez vous. Non, il y a de l'excitation. On doit préparer, se dire après on se rappelle c'est à quelle heure, etc. Tu reboucles qui y a autour de la table. Exactement. Ce qu'on doit pas oublier, si on a bien le téléphone bien chargé, si on doit appeler l'avocat, enfin voilà. Mais on est dans un process, voilà. On processe les choses. Et donc tu pars au bureau. Donc je pars au bureau.
Donc on est le 24, important cette date, le 24 juin 2020, mais le 24 on y reviendra, dans le bureau, salle de réunion. On est semi-confinement, je sais plus trop en juin, mais en tout cas, c'est ça. les avocats et les acquéreurs sont pas avec nous, donc ça sera un DocuSign. Petite anecdote au passage, ma femme avait offert à tous les deux un super stylo marqué, etc. Pour l'occasion, qu'on n'aura jamais utilisé, parce que ça sera un DocuSign électronique. Ouais, c'est les premiers closing full remote, quoi. Ouais, T'as pas le choix de façon. En mai-juin 2020. Ouais, exactement. Full remote, on prépare. Forcément, ça devait être à 11h et je pense que finalement, ça a signé à 15h. Mais en fait, tu regardes tes mails, tu actualises tes mails. Et pourquoi ça arrive 3 heures plus tard? Et je pense que c'est juste taux de prio dans certains, le DocuSign qui est pas arrivé au bon moment, je crois qu'il y avait aussi une histoire de numéro de téléphone qui était mal rentré, enfin de l'informatique quoi presque. Mais toi tu te tiens informé, oui, pourquoi on non, n'a pas de on me dit nouvelles. que tout va bien se passer, c'est en cours. Oui, il n'y a pas de stress, non, il y a c'est pas bizarre. il y a pas de stress. Il devait pas nous revenir aujourd'hui. On avait bien sécurisé parce qu'on avait beaucoup de business angels, donc bien sécurisé ça en amont. Tu peux expliquer pourquoi? C'est pas comme si on l'avait jamais entendu, mais... oui, non, c'est qu'en fait, les business angels, pour deux raisons, de temps en temps, c'est un investissement parmi plein d'autres et ils ont d'autres activités, donc ils peuvent voir un mail et pour eux, c'est pas le 24 juin 2020, c'est une date comme un autre, c'est leur quotidien, donc s'ils sont pas devant leur ordi, ils le font pas. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis il y en a d'autres, il faut être sûr qu'ils soient d'accord et de pas bloquer. Donc nous, on n'avait pas de sujet d'accord, parce que tout le monde était content et tu comprendras après pourquoi. Mais par contre, on voulait être sûr qu'ils soient devant leur ordi et qu'ils fassent bien les choses au bon moment. Et pas qu'eux, ils aient d'autres chats à fouetter, ce qui est souvent le cas. Et t'as pas fait des procurations? On avait fait une partie de procuration, mais t'as ceux qui t'envoient pas les procurations, donc on avait fait des procurations, c'est effectivement un bon point, mais il y en a certains, ils avaient même pas répondu aux procurations, donc on s'était assuré qu'ils signaient tout, on avait, il y a un travail de relance par texto. T'as beaucoup de monde au closing, c'est une sacrée on n'était pas loin de l'acharnement, mais... Désolé Gatien, j'avais piscine. Ouais, voilà, c'est pas loin d'être ça. Donc non, mais tout s'est bien passé, et on a signé de la fin de journée. Donc au final, vous cliquez, c'est fait. Là, t'es avec ton associé, je veux bien que tu rappelles son prénom. Anatole, vous regardez, vous dites quoi? Il y a un check, il y a une petite danse du ventre. On n'est pas très fort pour fêter nos victoires. Bah dis donc, c'est le premier entrepreneur que je... Non, il y a... Les entrepreneurs sont pas très forts pour faire la fête, j'ai l'impression. Non, mais c'est... On ne balancera pas de nom. Il y a un soulagement. C'est faux. Il y a un soulagement. Je pense qu'il y a eu un soulagement. Donc c'est pas un soulagement festif, mais c'est un soulagement, c'est ça. C'est fait quoi. Moi, en tout cas, il y a un peu dans ma tête une phrase qui résonne trop souvent, ou en disant c'est que le début. Toujours un peu plus, on y reviendra peut-être après. Donc il y a un peu ça, parce que aussi, on est engagé sur un projet. Donc le soulagement, il est pour nous, mais après aussi, on a hâte d'en parler aux équipes. On a hâte d'en parler à l'extérieur. Moi, un truc qui m'excitait beaucoup après ça, c'est la communication qu'on allait en faire. Tu vois, alors c'est un peu superficiel, tu vas me dire, mais hyper important pour moi. Pourquoi ? Je pense que j'ai un moteur en moi qui est un besoin de reconnaissance par mes pairs. Donc c'est pas de la célébrité, souvent les gens confondent les deux, mais c'est une reconnaissance donc du monde entrepreneurial, du monde du sport, parce que nous on est là-dedans, qui est important pour moi, que j'ai assez vite identifié plus jeune, qui est un peu mon moteur, donc forcément ça rentre là-dedans. Donc à l'époque, c'était les petits camarades de classe. Ouais, c'est ça. Et puis au fur et à mesure c'est jusqu'à où tu t'arrêtes, tu sais, c'est le principe du gros poisson dans la petite main. Après, on pourra en reparler si tu veux. C'est un syndrome que j'ai, je pense. Mais voilà, donc, non, mais c'était ça. Et puis c'est un projet qu'on n'a pas fait qu'à deux. Donc, t'as les investisseurs, t'as les équipes, hyper importantes, t'as nos intervenants, les coachs. On reviendra sur ce qu'on fait, mais tu comprendras. Enfin, voilà, et l'extérieur aussi, mes compères de la Sportec, etc. Enfin, c'est tout un écosystème, en fait. Je trouve pas qu'il gère bien le timing, on y reviendra, on en reparlera. Et je crois qu'avant d'arriver, t'as mangé 3 ou 4 épisodes. Je me suis formaté. Il y a les bons élèves. Hein. Ouais, j'essaie. Donc quelques copains que... Ouais, quelques copains qui sont passés déjà ici. T'en racontais comment on était méchants pour ceux qui spoilent trop, quoi. Ils n'ont pas répondu à temps au texto.
Je reste toujours sur cette journée, donc ça y est, c'est fini, c'est signé. Il y a un petit mot quand même à distance avec les repreneurs. Il y a un petit mot, mais pas assez. D'ailleurs, on a en quelques mois plus tard fait un faux signing, mais en présentiel avec la petite coupe de champagne. Je sais pas, je pense que c'était en septembre, quelque chose comme ça, avec les avocats, etc. Et un peu pour acter, eux c'était important. Je pense en plus il y avait un peu de la paperasse, mais qui n'avait pas beaucoup de valeur, je pense. Non, mais même pour vous, tu vois, c'est ouais, c'était le cool. Cérémonial, le rituel. C'était cool. Et donc là, on a pu se dire bah, justement qu'on était content, Et en plus, il n'y a pas eu de problème dans les deux, parce qu'il peut y arriver entre les deux signings des problèmes déjà identifiés. Il n'y avait pas eu de problème. Donc, mais là, il y a eu du champagne quand même au closing. Il y a du champagne. Au closing, non, au closing. Non. Avec ton associé. Même pas le quart champagne, du cidre. Non, c'est un truc, on se l'est déjà redit, c'est qu'on n'avait même pas prévu la bouteille au frigo. Mais je pense que c'est ma superstition. Bah oui. Ah oui, ok. Parce que j'allais dire ça, c'est un learning cash out. Ouais, et puis ouais. Donc, on revient. Vous fermez le PC ou pas. Le reste de la journée se passe comment? Franchement, compliqué de bosser après. Donc tu te remets, j'ai plus d'exemples, mais tu te remets du quotidien beaucoup plus terre à terre, répondre à des clients, régler un problème d'équipe, enfin le quotidien d'un CEO d'une start-up. Mais c'est assez difficile de redescendre. Et donc je pense que la journée s'est finie assez tôt. Et je reviens sur le I wonder how, I wonder why. À ce moment-là, tu as ce côté de toi qui se demande, je le méritais. Non, j'ai pas le syndrome de l'imposteur, pas du tout. Par contre, j'ai l'envie de voir la suite. Tu vois, je suis déjà projeté sur la suite. Impatient de le dire, tu le disais tout à l'heure, mais surtout impatient de le vivre. Ouais, complètement. Je me dis, ça peut être vraiment cool. On fait petite accélération. Attends, juste la soirée. Eh ben écoute, on avait quand même prévu. Donc on avait dû réserver un restaurant. Donc tu vois, là on avait un peu. Donc avec Anatole. Avec Anatole et nos deux compagnes respectives. Donc tu vois, petit comité. Mais à l'époque, de toute façon, je pense qu'on pouvait pas faire de resto à plus de 4, donc c'était réglé. Et un resto, assez festif. On a fini tard. Ouais, non, on a quand même acté un peu les choses. Et je pense qu'on en avait besoin. Cette soirée-là. Pour ceux qui ont vécu une session de boîte, c'est quand t'es entre associés et que tu t'entends bien, c'est un moment où tu refais un peu toute l'histoire. Ouais, tu racontes les anecdotes, les galères. C'est facile de raconter les galères quand ça se termine bien. On en parlait tout à l'heure. Donc oui, on se racontait les pires histoires qu'on a connues, des moments de solitude très fortes. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Les équipes ont rappelé aussi, on a eu des collaborateurs qui étaient un peu pas très adaptés à l'entreprise, mais au final c'est bien passé. Enfin, plein de choses comme ça, et c'était forcément un bon moment. Ouais. Et je sais pas si ça on aura l'occasion d'y revenir. Donc là, si on se replonge dans ce dîner, vous êtes tous les quatre, il y a une anecdote qui sort que tu peux partager. Ouais, il y a une anecdote, on organise un petit déjeuner pour lever des fonds, donc avec des business angels. Et donc on a fait une énorme erreur, on loue un beau lieu, etc. Et on fait un Eventbrite pour que les gens s'inscrivent. Mais sauf qu'on avait paramétré l'Eventbrite public. Et donc, il s'appelle comment ce film déjà? Projet X, non? C'est pas loin de ça. Et donc les gens arrivent au fur et à mesure, donc il y a un petit déj, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai appris ça plus tard, un Eventbrite public, malheureusement, des gens sans domicile fixe s'inscrivent pour pouvoir prendre un petit grignoter. Et donc on s'est retrouvé, forcément, il y a plein d'investisseurs qui viennent pas, donc on s'est retrouvé à une situation très désagréable où on était là pour pitcher auprès d'investisseurs qui étaient là et des personnes qui étaient là pour autre chose. Et ça a été très très dur à vivre. Honnêtement, je suis sorti de cet événement, c'est la seule fois où j'avais envie d'abandonner. Seule fois. Ah ouais. Est-ce que là tu vois un échec cuisant sur un moment qui est hyper important, lever des fonds. Et là ça a été la seule fois où je me suis dit mais en fait on est mauvais quoi, on est simplement mauvais. Voilà. Et alors sur quoi tu t'es accroché? Là Anatole qui est beaucoup moins dans la réaction et beaucoup plus de recul que moi a pris la distance sur les choses et a dit qu'on allait rebondir, et ce qui était effectivement vrai, mais sur le coup j'ai envie de partir loin, caché, loin, et voir personne. Ouais.
On fait un gros flashback. On part avec Johnny Hallyday, L'Envie, pour revenir sur les débuts de Train Me. Là, Thomas, tu chantes. Là. Je la connais pas. Mais si. Non, ça c'est plus ton timbre. On m'a trop donné. On me donne l'obscurité, puis la lumière. Je demanderai aux équipes de mettre les versions karaoké. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça peut être une évolution, ouais. Ce qui est vain et secondaire, je retrouve le prix de la vie enfin. On me donne la peine que j'aime dormir. Tu viens de me donner une idée de ouf. En plus, c'est très YouTube compatible, ça. Ouais. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme maintenant pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Donc l'envie de se lancer. Ouais. L'envie de manger le monde. L'envie, il y a l'envie. Déjà, il fallait que je mette une chanson de Johnny, il fallait que je la place. Non, mais l'envie, oui, l'envie, en plus, à l'époque, 25 ans, on avait vraiment envie de l'EP. L'idée était vraiment, et ce qui est toujours le cas de Train Me, c'est de développer l'activité physique et le bien-être. Donc, on se lance sur une plateforme, au final, assez simple. C'était à l'époque où il y avait Uber et Airbnb qui se développaient déjà beaucoup, d'une marketplace où on met en relation des coachs avec des particuliers. On avait cette fameuse phrase à l'époque où on disait il était plus facile de réserver l'appartement d'un inconnu à Lisbonne qu'un cours de sport en bas de chez soi. Et donc c'est parti de là. Ça c'est du storytelling, ça. Ouais. On va pas se mentir. On l'a jamais dit. Et donc voilà, et donc c'est né de là, et donc il y a 10 ans, parce qu'en fait nos 10 ans cette année, on lance... Derrière cette petite phrase, il y a l'ambition d'être au niveau de Airbnb. Il y a une ambition, il y a une ambition de faire une boîte internationale, de faire des levées de fonds en centaines de millions d'euros. Oui, il y a cette ambition. C'est notre première boîte, on se met pas de limite. Donc non, on a vraiment une envie de faire une boîte à impact mondial. Par contre, vraiment avec cet ADN sport, activité physique et faire plus de sport, faciliter la pratique sportive. Donc ça, c'est le pitch de départ. Comme un ou deux entrepreneurs seulement, on est vous trois, avez pivoté, peut-être trois, mais ça se compte sur les doigts d'une main, vous avez pivoté. Exactement. On a pivoté, nous, assez progressivement. C'est qu'on faisait du B2C, donc les gens pouvaient réserver un coach où ils voulaient, quand ils voulaient. Et on avait notre site était uniquement B2B, et on avait des gens qui nous demandaient est-ce que je peux réserver ce coach pour ma boîte entre midi et 2. Donc on répondait à la main au départ. Après on s'est dit pourquoi pas on créerait une offre. Mais ce qui est marrant, le plus marrant de tout ça, c'est quand on a créé l'offre entreprise pour le B2B, on s'est dit c'est un cheval de Troie qu'on va mettre dans l'entreprise pour faire connaître notre solution B2C. Donc c'est un canal d'acquisition. Et au bout de plusieurs années, et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est post-acquisition, on a décidé vraiment d'axer à 90% de nos efforts sur le B2B. Donc on met en place des programmes sport, bien-être et prévention santé dans les entreprises pour mettre en mouvement les collaborateurs. Donc là, tu leur ramènes les coachs. Je leur ramène les coachs, je leur ramène le matériel, je ramène une plateforme digitale pour vraiment répondre aux enjeux de qualité de vie au travail, bien-être, marque employeur, tous ces enjeux très RH qui sont d'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire, en 2015, quand on a lancé, on nous demandait pourquoi on faisait ça. Et maintenant, on nous demande comment. Donc il y a vraiment un marché qui a changé vers 2018-2019. Ça aurait pu mettre They Wonder How, They Wonder Why. Ouais, exactement. Ah bah voilà, c'est ça. Tu fais le lien. Et comme c'est du B2B, j'imagine que tu as une partie en fait conseil à l'entrée où tu construis un programme, tu leur donnes les bons coachs sur les bons sujets en fonction de qui ils sont. Exactement, en fonction des typologies de collaborateurs, du typologie local qu'ils ont, de leurs objectifs aussi. C'est pas bullshit, on va faire du conseil là-dessus. C'est pas toujours globalement les mêmes parents, hein, je me permets. Non, mais tu fais très bien. Non, parce qu'en fait, ça dépend énormément
vraiment de l'organisation, s'ils sont monosites, multisites, si c'est des jeunes, si c'est des gens déjà sportifs dans la boîte, etc. Ouais. Après, tu as effectivement... oui, tu as des choses assez incontournables que tu retrouves à peu près partout. Mais sauf que nous, nos interlocuteurs et interlocutrices, qui sont souvent des DRH, ne savent pas comment, en fait. Donc, même si on fait un tronc commun, nous, nos commerciaux sont des experts de l'activité physique en milieu professionnel. Avant de lancer l'émission, on a parlé de Sébastien Bécard, Gym Libre, qu'on a reçu ici, qui était aussi sur un public pro, business. Donc là où lui, il accueillait dans d'autres centres à l'extérieur de l'entreprise, vous avez fait le choix de pénétrer l'entreprise. Ouais. Alors, on est, comme tu vois, on a une offre différente, mais on peut être clairement concurrent parce que les budgets sont pas extensibles. Et j'aime souvent la comparaison assez simple, c'est que nous, on est la cantine d'entreprise, lui, il est le ticket resto. Ouais. Voilà. Mais t'es fort en punch. Ouais. Je comprends pourquoi tu réfléchis à la com autour de la session. Je suis nul en plus à ça. Mais du coup, c'est marrant parce que vous connaissez. Ouais, très bien. Et à l'époque, je trouve ça toujours intéressant. En plus, maintenant, vous pourrez en parler. Mais est-ce qu'on se sent un peu comme concurrent et justement, on a envie de se parler pour voir. Globalement, ce qu'on va pouvoir faire, comment on va prendre le marché, l'élargir, ou est-ce que au départ on se regarde un peu Moi, alors, ce que j'ai appris, et ça, c'est vraiment un conseil que je partage, c'est qu'il faut toujours déjà respecter l'avenir et connaître son marché et discuter avec ses concurrents direct, indirect. En plus, en l'occurrence, Sébastien Bécard, il y a une bonne relation qu'on a ensemble, même si je pense que par contre, au niveau de nos équipes, de temps en temps, ça se tend très fort. Donc, c'est ça qui est assez marrant dans ce côté-là. Et puis, en plus, moi, j'ai une frustration, mais que je ne perds pas, c'est que je pense qu'un jour, il faudra une solution qui fait tout. Ça, c'est ma vision du marché que j'ai depuis longtemps. Après, il y a des sujets de moyens, de chacun à ses enjeux financiers et business. Tu te rappelles à qui il avait vendu, Sébastien ? Ouais, un Allemand, non ? Des Allemands. C'est ça. Gym des Allemands. Et d'ailleurs, ils viennent de changer de nom, il s'appelle Wellpass. Ouais. Mais ouais. Mais en tout cas, il faut connaître et côtoyer ses concurrents. Et parfois, c'est ceux qui vont te racheter. Exactement. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Dans cette progression, avant d'aller dans tout ce sujet, on vend pas potentiellement d'autres preneurs potentiels. On n'en a pas parlé avant, mais c'était peut-être le cas. Dans toute cette phase ascendante, tu l'as dit, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas toujours simple. Il y a eu des moments clés. Oui, il y a eu des moments clés, deux que j'ai envie de mettre en avant. C'est on avait fait dès le lancement de la Love Money, mais ensuite on a fait une levée de fonds auprès de BA, Business Angel, exactement, et on a créé un comité stratégique. Et c'était au bout de 2 ans, tu vois, 2017. Et en fait, c'est la première fois où on se faisait challenger par d'autres. Parce qu'en fait, sinon, on était que nous deux à s'auto-challenger. Et ça nous a vraiment mis dans une dimension différente. J'ai l'impression qu'on est passé d'enfant à adulte, tu sais, dans notre vision de la boîte. Avec des questions qu'on te pose que tu t'étais pas posées. Je m'étais pas posé, une rigueur peut-être un peu plus forte. Ouais. Même si c'était toujours hyper bienveillant, attention, il ne faut pas... Mais la rigueur n'empêche pas la bienveillance. Exactement. Et on a passé un cap. On a eu nos premiers CDI aussi, donc ça se responsabilise. Donc vraiment, ça, c'est un point hyper important. Et le deuxième... Ce que tu appelles ton comité strat, c'est ton board. Ouais. On a toujours appelé ça comité, mais c'est un board. Donc on avait nous deux et des business angels de qualité qui avaient une expérience beaucoup plus importante que nous, qui avaient des boîtes ou vendu des boîtes beaucoup plus grosses que ne l'était Trainme à l'époque. Donc c'était hyper intéressant. Tous entrepreneurs, avec on avait le CTO de Vestiaire Collective, on a eu aussi un moment Augustin Palais-le-Marmont de Michel Augustin, qu'on a reçu aussi je sais plus quel numéro d'épisode, donc avec des compétences très différentes et des visions très différentes, donc c'est hyper enrichissant, enfin, et pareil pour la suite, première chose que je fais si je recrée une autre boîte, c'est créer un board hyper solide. Hyper important. C'est important. On fait le step d'après ? Et ouais, l'autre moment important, en plus ça fera la transition. Merci. Ça fera la transition, c'est les premiers partenariats avec des comptes stratégiques.
Donc on a commencé à travailler avec Santé Claire, qui est dans le milieu de l'assurance. On a commencé à travailler avec Fitness Park, dans les salles de fitness, en les accompagnant. Donc là, tu parles de boîtes qui vont te distribuer. Qui me distribuent. Et qui t'utilisent. Ou qui m'utilisent, ou on fait des partenariats stratégiques. Il y a Fitness Park, il va y avoir Go Sport, qui devient nos plus gros clients parce qu'on anime des cours de sport dans leur magasin. Il va y avoir Decathlon et d'autres. Et donc, en fait, ça, au-delà de ce fait que ça accélère notre business, ça aussi, ça veut dire que ces gens-là, parce que c'est eux qui venaient à nous, parce qu'on n'avait pas de stratégie de partenariat. Ça veut dire que ça te légitime dans ton activité en tant qu'acteur qui, a priori, travaille pas trop mal. Et quand tu as un Go Sport, alors là, en l'occurrence, c'était le premier, c'est, selon toi, plus facile d'aller chercher Decathlon, comme il n'y a que 2 gros acteurs sur le marché. C'est pas comme si on a 10, c'est que tu bosses avec 7 et globalement, les 3 derniers disent, bon, il faudrait peut-être qu'on y passe. Quand tu n'as que 2 gros acteurs comme ça, c'est plutôt un frein. Et si oui, comment tu arrives à le lever? Non. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, sur le papier, ils font à peu près la même chose, mais ils n'avaient pas du tout envie de travailler de la même façon avec nous. Il y en a un, on s'était animé dans les magasins. L'autre, Decathlon, était développer une plateforme qui s'appelle Decathlon Activité et qui développait des activités sur une plateforme digitale, et ils voulaient nos coachs pour créer des événements. B2B2C. Ouais, donc c'était des approches complètement différentes, alors qu'effectivement, on était sur 2 retailers qui vendaient des articles de sport. Donc, tu vois, même des personnes dans le même secteur n'ont pas toujours la même approche pour un même acteur qui était nous. Et dans les deux, on avait de la valeur ajoutée très différente. C'est là où il y a du conseil, en fait, vraiment, quoi. Comment ? C'est là où il y a du conseil, vraiment. C'est que tu construis une offre sur mesure. Exactement. Et qui répond à tes besoins. Et on utilisait à chaque fois notre asset, tu vois. Ça, c'était hyper important. Différemment, mais... Next step. Bill Withers. Donc là, on va rentrer dans toute la phase négo. On vend pas. Si on vend, à qui ? When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love. Ah, une phase de négo assez simple, hein, assez smooth. La vérité, c'est que non. La vérité, c'est que ça a été un peu poussif, on va dire. Ah oui, ok. Tu vois, le rythme est un peu différent des premières musiques. Je sais pas si ça... Si, je le sens. Et là, pour ceux qui nous écoutent pendant leur footing, c'est un moment un peu de respiration. On reprend des forces avant d'accélérer. Là, on fait du fondamental, ouais. Pardon, je parle à un professionnel. Ouais, attention. Avant l'aventure des 4, avec des 4, il va y avoir déjà le choix de se lancer ou pas dans un sujet de M&A. J'ai évoqué tout à l'heure dans l'introduction un repreneur qui va vous faire faux bond, alors que le deal est quand même pas mal avancé. On revient encore un peu en amont. À quel moment vous vous dites avec Anatole, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on vend pas, est-ce que c'est une proposition qui vient de l'extérieur qui à un moment... ok, bon, je te laisse raconter. Non, complètement. Au départ, on est en 2019, on part sur un process de levée de fonds. Donc, et notre approche première est plutôt fonds VC, donc assez classique. Et on rencontre quelqu'un qui va au final être notre conseil sur le sujet de la reprise, qui nous dit, je pense que vous pouvez faire une levée de fonds aussi avec des industriels. Donc, il va voir plusieurs industriels. Mais il ne te parle pas de faire un dual track avec d'un côté une levée, de l'autre côté une session. Non, c'est vraiment une levée auprès d'industriels. Okay. C'est vraiment toujours une stratégie de levée, dual track, VC et industriel. Oui, mais pas on sur parle un esprit de levée. Et on en rencontre plusieurs, et dont un qui nous dit plus ou moins on est partant, mais par contre, on veut la majorité avec un process à terme de rachat. Nous, avec Anatole, on se regarde, on n'était pas du tout dans... Ça, il vous le dit en face ou via... Ouais, non, il nous le dit clairement en face lors d'une réunion. C'est assez clair. Et votre réaction, puisque vous n'êtes pas en amont, vous n'avez pas discuté de cette option-là, donc quand il vous le propose... Bon, là, on a eu une intelligence assez simple, c'est qu'on a dit faut qu'on en discute, mais on reste ouvert. On ferme surtout pas la porte. Voilà. Et donc, on y réfléchit, on pèse les pour, les contre, et on se dit
la première approche, c'est on se dit pourquoi pas. Et donc, et je crois même que, pour être tout à fait précis, c'est qu'en fait, il nous avait d'abord dit non pour la levée de fonds et il nous a rappelé plus tard pour nous proposer ça. Et lors de la réunion, il nous dit ça. Donc voilà, donc là, on se projette un peu, ça met, on discute des termes, etc. Moi, je me renseigne un peu à droite, à gauche, en plus de mon conseil, qu'est-ce qu'il faut bien prévoir. On raconte attention, fais attention au projet, ne parle pas que de la valeur. Donc on me sensibilise un peu à ces sujets que je connaissais pas du tout. T'as écouté Cash Out ? Ah non, ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas. Je pouvais pas écouter en 2019. Sinon, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, effectivement. On me dit, mais ça j'écoute d'une oreille, rien n'est fait tant que c'est pas signé. J'ai dit oui. Oui. Donc on reçoit une LOI. Je t'arrête. Ouais. Avec ton associé, quand vous dites on pèse les pour, les contre, on discute, il y a des moments, des points potentiellement sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Enfin, comment vous arrivez à vous aligner ? Bah ça, c'est une chance qu'on a eue sur quasiment toute l'histoire qu'on a avec Trade Nuit, c'est qu'avec Anatole, on se met souvent d'accord. Non, mais pour se mettre, et ça à la fin, tu tranches à deux, ouais. mais ça veut pas dire que pour arriver à l'accord, il n'y a pas de sujet, de nuance. Non, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on n'avait pas trop de désaccords, on se renseignait chacun un peu de notre côté, mais on était assez alignés sur ce qu'on voulait à minima, quels étaient les enjeux, la durée, voilà. Donc on était assez alignés. Après, de temps en temps, ça se mettait, mais on avait les mêmes envies. Ouais. Donc ça, c'était hyper important. On voulait, en tout cas, une des envies, par exemple, c'était qu'on voulait continuer. Parce qu'on estimait, et notre volonté était d'avoir un repreneur qui va vous permettre de le faire. De le faire et faire grossir Trade Me. Parce qu'on ne voulait pas penser qu'à nous, on voulait aussi penser aux équipes et aux projets, parce qu'on pensait qu'il y avait vraiment plein de choses à faire. Et l'autre chose, et qui était importante pour nous, c'était aussi, on voulait récompenser nos investisseurs historiques. Ça, c'était hyper important pour nous. Donc voilà, donc on a réussi à se mettre assez d'accord. Donc on reçoit une LOI qui nous convient. Donc on rentre en due diligence. Cette LOI, tu peux disclose le montant ? Non. Mais par contre, voilà, ça nous convenait. Est-ce que tu peux dire tes investisseurs historiques, ils avaient quoi comme reward, comme retour sur investissement à ce moment-là ? Parce que tout à l'heure, tu as dit il n'y avait pas de sujet. Ouais, en tout cas, tous s'y retrouvaient. Alors, il y avait plusieurs levées, mais il y avait vraiment tous s'y retrouvaient avec un retour sur investissement totalement décent par rapport au temps et au marché aussi. Donc, c'était vraiment une bonne opération pour tout le monde. Donc tout vous va globalement sur la LOI. Tout nous va globalement. Les négos commencent. On n'est pas et en parallèle de ça, un jour, au moment, je reçois un coup de fil de notre interlocutrice de Decathlon qui m'appelle et qui me dit il paraît que vous êtes à vendre. Sauf que personne n'était au courant à part nous, nos actionnaires, et même les équipes n'étaient pas au courant. Comment ça peut... tu ne sauras pas comment ça a fuité. C'est pas pour faire la langue de bois. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas comment ils l'ont su. Et j'ai jamais su. Je ne sais pas. Une fuite côté, peut-être dans le cab. Je sais pas. Et t'as rencontré d'autres potentiels. On avait d'autres. En gros, on avait des fonds qui étaient toujours intéressés. D'autres corpos ? Non, d'autres corpos, on n'en avait pas d'autres. On en avait rencontré d'autres, mais on n'avait pas d'autres intéressés à proprement parler. Et les fonds, tu les faisais patienter en leur disant on a une option peut-être de rachat. Ouais, c'est peut-être par là en fait que l'info est... Honnêtement, je sais pas. Et donc je dis oui. Enfin, je dis attends, je te rappelle. Et là, j'appelle notre conseil et je dis dis. Parce que je savais pas si on avait le droit de dire qu'on pouvait. Je connaissais rien. Et donc je dis oui. Et vous pouvez vous positionner si vous voulez. Mais moi, à ce moment-là, je me dis on les fait, mais de toute façon, on est parti avec eux, ça se fera avec les autres. Et donc ça avance. Un des sujets, je le sais, et ça, c'est une de mes plus grosses erreurs, c'est que on commence à être short cash.
Mais j'avais tout calculé que par rapport à la signature, la période de signature, que ça allait bien se caler. Ce qui est l'erreur. La période de signature, c'est le point assez fluctuant du voilà. deal, ouais. Ça me rappelle une anecdote avec Gary Hansens, qu'on n'a pas reçu encore dans Cash Out, mais dans 40 nuances de Next, où il va être short cash, pareil, il calcule par rapport à la date du deal. Je crois que c'est la veille de Noël, il reçoit un appel pour lui annoncer que le deal ne se fera pas. Et là, il faut qu'il trouve 300 000 euros pour payer les collabas. Et il a que 6 jours. Bah écoute, ouais, mais on est vraiment pas loin. Moi, c'est en novembre. Le mec donc du racheteur potentiel m'envoie un. Tu me fais transpirer déjà. M'envoie un. Tu vas être obligé d'expliquer. M'appelle. Je te remets un verre d'eau. Et il me dit, je suis désolé. On avait mal regardé, mais un de nos investisseurs ne bloque et bloquera, et c'est dans le deal qu'on a avec lui, les rachats qu'on fait avec des boîtes qui ont des EBITDA négatifs. Donc, ce qui était complètement notre cas. Enfin, on l'avait jamais caché. Enfin, il n'y avait même pas de. Il y a pas de et il me sujet. dit, je peux rien faire. Donc là, je vis. Tu lui dis quoi? Je lui dis, mais pourquoi tu le tu savais? Tu le savais, enfin, comment t'as pu passer à côté, voilà. Au début, je me dis même peut-être que c'est un mensonge, tu vois, ou qu'il essaye on essaye de creuser le sujet, bon, on se rend compte que c'est la vérité, et je pense que c'était la vérité, j'en suis quasiment sûr maintenant, parce que, voilà. Et donc, je suis paniqué parce que je sais que je vais être short cash pour payer les collaborateurs le mois d'après. Et la musique que tu as mise, c'est lié à Jurassic Park, c'est que le soir où je rentre, je discute de ça avec ma femme et la télé en fond, où il y a le film Jurassic Park, je ne sais pas pourquoi. Et il y a 1 an, je suis retombé sur ce film et j'ai eu des frissons et j'ai revécu la scène où c'était vraiment une époque, un moment où j'étais au fond, je savais plus quoi faire. J'étais, je crois, dans mon souvenir, en larmes. Je perdais totalement confiance et je me suis dit, on va pas s'en sortir. C'est fini. Et comment on va organiser la fin? J'étais presque à ça. Et Thomas qui est hyper vicieux, il remet la musique une fois, 2 fois. Ça, là, je suis pas il aime bien appuyer là où ça fait mal. Même maintenant, alors que là, tout est. Non. Parce que tout à l'heure, je t'ai demandé, tu m'as dit. C'est un trauma qui me rappelle ce souvenir. Après, vu que ça s'est bien fini, je le vis bien, mais je me suis vraiment remis dans la scène. Non, en fait, non, mais parce que je sais à quel point les musiques comme ça peuvent s'ancrer. Nous, notre fille, elle a eu un sujet à la naissance. Moi, j'ai mis le Roi Lion comme un con, j'étais trop fier. Et en fait, bon, il y a eu un sujet à la naissance. Et je crois quelques mois après, on remet le truc dans la playlist de la naissance. Et là, pareil, figé, pleurs, machin. Mais après, en la réécoutant dans un autre cadre, machin, ça a permis de pouvoir la réécouter à nouveau. Et aujourd'hui, Hakuna Matata à fond. Super. Donc, ça se trouve, j'essaie de faire la thérapie en direct. C'est ça, mais Cash Out est une thérapie. Mais c'est une manière plus sympa que dire que je suis un gros vicieux. Attention, pleure. Et Tom est un très bon psy. Mais ouais, attends, juste. Vas-y, donc, on revient dans l'histoire. Pardon pour l'aparté. Tu raccroches de ce call, parce que de toute façon, tu vas pas le faire changer d'avis. Bon, j'imagine que ton premier call est pour ton associé. Exactement. C'est quoi la teneur de vos discussions, en tout cas les options possibles que vous voyez? Parce qu'à un moment, tu envisages la fin, et oui, c'est important de l'envisager, mais est-ce que vous entrevoyez des portes de sortie? Je pense qu'avec lui, j'envisage pas la fin. Je l'ai envisagé avec ma femme le soir. Avec lui, je pense que la première option, c'est je me dire ils vont changer d'avis, on va réussir à leur faire changer d'avis. Tu sais, tu te mens un peu à toi-même. Et la deuxième option, et qui s'est avérée être en fait, la deuxième option, c'est qu'il fallait il fallait voir nos investisseurs et faire un bridge, ce qu'on a fait, et ce qu'on a réussi à faire. Et la troisième option, c'est que, comme je t'ai dit, on avance en parallèle, ça avançait avec Decathlon. Donc on a dit, maintenant, faut continuer à avancer. Mais tu sais que ça peut prendre du temps, et tu sais que c'est pas non plus garanti. Exactement. Dans tous les cas, et on s'est dit aussi qu'on réactivait toutes les options de levée de fonds. Enfin voilà. Et maintenant, on allait on s'est dit que maintenant, il fallait avoir un plan où on se mettait pas
uniquement sur une voie parce qu'on essayait d'apprendre de nos erreurs. Ce qui est quand même pas mal. Le bridge, il est facile à aller chercher parce que vous avez l'option quand même Décathlon. T'es obligé de minorer un peu la valeur pour être sûr de l'avoir. Enfin, comment vous le gérez Bah oui, mes investisseurs, la plupart me pourrissent. Ils me disent c'est une erreur de débutant. Je me souviens de la fameuse phrase d'Augustin Cash is king. Donc oui, mais par contre, effectivement, déjà les chiffres étaient bons. Notre ennemi, ce qui est quand même un point important à l'époque, et était de mieux en mieux, je veux dire, voilà. Donc on était sur une bonne trajectoire business, ce qui fait à un moment t'as l'impression que la boîte, tout va bien à fond, et toi tu sais que derrière, donc t'as poker face un peu, ça c'est très dur à gérer, mais bon. Et le troisième, c'est qu'on avait cette opportunité avec Decathlon qui avançait bien. Donc ça nous a aidé, les bons chiffres plus le Decathlon, forcément ça nous a aidé. Mais donc, il a fallu accepter de rogner un peu le... Bah, en tout cas, nous diluer, forcément. Ok. Non, mais je projetais par rapport à la valorisation de T'es pas dit, on minore la... Non, par contre, on s'est vu que de toute façon, on avait établi avec Decathlon la term sheet qu'on avait faite avec les autres, ils étaient alignés et on voulait pas rogner là-dessus. Parce que parfois, ça arrive. Ouais, bah, bien sûr, mais non, on a tout fait pour que non. Parce que de toute façon, on sait que sinon, ça aurait bloqué les investisseurs. Parce qu'ils avaient tellement vu qu'en fait, ça aurait bloqué le deal, même si nous, on voulait le faire à plus bas, tu vois. Donc c'était pas possible. C'était compliqué. Donc là, avec Decathlon, il y a l'option qui avance. Et franchement, ça avance super bien. Humainement, c'est top. C'est qui chez Decat qui gère ? C'est un fonds qui à l'époque s'appelait Decathlon Alliance, qui a changé de nom avec Decathlon Pulse. Et donc c'est ils lancent ça, c'est un peu le début pour eux. Il y avait eu Alltrix avant, il y en avait une autre avant, mais on était le 3e ou le 4e, tu vois. Donc c'était le début, relancer cette stratégie d'investissement. Mais ça se passe super bien humainement. On est d'accord sur la trajectoire. On travaille beaucoup sur la trajectoire, sur le projet, beaucoup plus que sur le financier. Contrairement aux autres d'ailleurs, pour info. Et beaucoup sur le projet, ils sont hyper preneurs. On doit discuter avec plein de métiers, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, nous, en tant que businessman, c'est ce qu'on veut. À la fin, les chiffres, bon, ça peut être vite fatigant en tout cas pour moi. Et donc là, on parle vraiment des opportunités. Je me souviens, il y a une fleur avec les pétales, des opportunités, etc. Et donc voilà, c'est hyper intéressant. Honnêtement, ça avance bien sur les termes. Il y a juste une fois, ce que je l'ai vu que tu avais reprise dans ton introduction, où sur un détail du pacte, vraiment, on se fait gronder comme des enfants de 5 ans par l'un des membres du fonds. Et là, on se rend compte que quand même, on revoit un peu la posture du grand industriel face à la petite start-up. Au final, ça s'est très bien fini, mais c'était assez marrant. Et donc là, on prévoit une date de signature closing le 24 mars 2020. Encore un chiffre 24. Encore 24. Franchement, ça se passe bien, les chiffres, etc. Attends. Parce que là, avec Sacha, on s'est regardé. Oui. Je pense que derrière leurs écouteurs ou devant leur écran, tout le monde se dit, c'était quoi ce détail du pacte qui fait que tu te fais engueuler comme un gosse de 5 ans ? Ah, on voulait mettre on peut le dire, un prix plancher. Un floor price. En gros, quoi qu'il arrivait, ce qui se fait dans certains deals, mais c'est vrai que c'est pas facile à mettre. Et en fait, pourquoi ils ont réagi comme ça ? Il y avait quand même une raison, c'est que ils disaient mais en fait vous prévoyez un scénario catastrophe, nous on est là pour faire progresser la boîte, c'est quoi ce sujet ? Ça fait un peu, ils l'ont vu comme ils essayent de se dire de toute façon ça va pas marcher, ils veulent s'assurer. Alors, il y a plein d'entrepreneurs qui le font. Enfin, il y a plein de deals où c'est le cas, ouais. Ouais, c'est une market practice. Enfin, on n'a pas inventé. Alors, juste sur la structuration du deal, parce que tout à l'heure, je parlais d'earn-out flottant, qui n'est pas le bon terme, mais c'était pour simplifier à l'intro. Le deal, c'était construit avec un cash upfront tout de suite. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment une importance pour nous de récompenser et de sortir tous les business. Mais enfin, il y a zéro. mais je réexplique pourquoi. Mais je recommande plutôt d'être sûr de partir avec quelque chose. On a quelques aventures qui se sont passées. Bien sûr, parce que quand tu vends, quand même, à un moment donné, c'est plus ta boîte, quoi. Quand t'es un actionnaire majoritaire, t'as quand même intérêt
repartir avec un peu de cash. Et donc il y a ce premier, il y a cette structure du deal, donc avec une partie en upfront en cash tout de suite au moment de la signature, et il y a le reste de ce que j'ai appelé le earn-out flottant, et c'est là-dessus que vous liez un prix plancher. Oui, exactement. Tu fais bien de le préciser. Effectivement, c'est sur les earn-out parce qu'en fait, Tu vas avoir 66% globalement de prise de participation tout de suite. exactement. En groupe, et le reste qui, alors vas-y explique. Exactement. Et en fait, chez Decathlon, ils ont une méthode pour toute leur prise de participation et même pour eux d'une valorisation annuelle par 2 experts indépendants. Donc c'est comme un cours de bourse, mais qui serait actualisé une seule fois par an. Donc chaque année, on est audité par des experts indépendants. Et donc on a une valeur qui est donnée, donc qui évolue dans le temps, principalement à la hausse, bien heureusement. et dedans, en fait, dans le pacte, il y a pas chaque année, mais il y a des fenêtres de liquidité où il y a des puts et des calls qu'on peut activer de leur côté ou de notre côté. D'accord, option d'achat, option de vente. Exactement. Voilà, put et call pour nos auditeurs. Et donc, c'est cette idée que ce qui reste globalement des actions que tu as dans la boîte, elles peuvent pas descendre à un certain prix, c'est ça le prix plancher. Mais qui ne sera pas accepté. Qui ne sera pas accepté. Non. Donc, en fait, de toute la négo, tu es en train de me dire que c'est le seul sujet qui a été un peu en bataille, quoi. Honnêtement, oui. C'était le principal sujet. Et après, mais ça, c'est dans tout deal, c'est qu'on essayait de rythmer. Parce que les temps entre eux et nous n'étaient pas les mêmes. Donc on essayait de rythmer, mais c'était pas une bataille. On essayait de les faire tenir un rythme pour éviter qu'ils se laissent traîner les choses. Donc en fait, oui, parce qu'en fait, comme quand ils sont arrivés dans la discussion, t'étais déjà dans une discussion avancée. Je pense que ça a simplifié, on va dire, les négos sur un certain nombre de choses. Ils se sont alignés. Exactement. En fait, il y avait des choses où on pouvait plus revenir en arrière. Voilà. Et après, ça a un peu traîné et t'étais obligé de mettre du rythme. Parce que là, du coup, je pense aussi, quelque part, ça se sentait peut-être qu'ils étaient tout seuls à ce moment-là. Inconsciemment, peut-être inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Et puis c'est aussi... et puis à un moment, ils voient quand même que t'es short cash au moment où tu l'es, puis que tu fais un bridge. Il le voit assez tard, ça, non ? Il le voit assez tard parce qu'en fait, ils sont pas dans la société au départ. On est juste partenaire commercial. Il le voit assez tard. Mais au moment où tu rentres dans les audits, etc. Ouais, mais ils sont rentrés dans les audits après, en fait, parce que là, on était en discussion, mais les audits, ils sont au moment de l'LOI. Et ils ont été plutôt, tu vois, début de 2020, par exemple, pour donner un ordre de grandeur. Donc, je pense qu'on peut officiellement, dans Cash Out, élire Decathlon en repreneur préféré des entrepreneurs. Surtout qu'en plus, je peux te rajouter quelque chose, c'est que, donc, comme je te disais, c'était le 24 mars 2020, le 18 mars le 15 confinement, le lendemain, ils me disent, nous, ça change rien. 3 jours après, j'ai un coup de fil, on doit tout geler. Mais on fera le deal. Mais tu sais pas quand. Et là, je sais pas quand. Là, déjà, on était un peu stress avec le Covid, etc. Nous, notre métier, c'était quand même de faire venir des coachs dans la salle, chez toi ou dans l'entreprise. Et donc c'était plus trop l'ambiance. Avec du déplacement, du regroupement. C'était plus trop l'ambiance. Mais là, tout le monde, en fait. Eux aussi, ils étaient... Ils avaient un sujet aussi de stock énorme. Enfin, bref, des sujets normaux dans le retail. Je pense qu'on s'en souvient tous qu'à ce moment-là, personne ne savait ce qui allait se passer. On imaginait des trucs incroyables. On mettait des gants pour aller au supermarché. Mais pour te dire, par contre, alors que nous, forcément... On allait capter la 5G, enfin vraiment n'importe quoi. Forcément, les chiffres de début 2020 sont en dessous de notre BP parce que... Normal. On a réussi à maintenir notre business avec du digital en faisant de la visio à 50%, ce qui est déjà énorme. On faisait 0 digital, nous, avant ça. Bien joué. Et ils ont gardé le 24 juin, donc 3 mois après, sous les mêmes conditions. Ils n'ont jamais même eu l'idée de renégocier. Donc, c'est ultra faire. Pour conforter ce que tu viens de dire. Parce qu'ils auraient pu... franchement, ils avaient de quoi jouer. Clairement. Tout était clairement. Eh ben, je te propose d'accélérer le lendemain du deal. Donc ça y est, c'est vendu. En fait, c'est un lendemain qui va durer 5 ans. Parce qu'en fait, t'es encore dans l'histoire. Et pour ça, eh ben, c'est super. Ah non, c'est après que c'est super. Là, je connais pas. M83 Outro. Ouais, tu vois. On y va. C'est quoi? Lost Vibes.
Ouais, c'est ça. C'est en fait, tu vois, c'est assez. C'est musique de film, tu vois pas? Ouais, mais alors ça me parle, Ouais. comme ça. Et oui, ça fait très musique de film. Ouais. Mais lequel film? Et en fait, je viens de me rendre compte, j'ai un trou de mémoire là. Ah bah si, M83 sûrement. C'est pas un film, ça, M83? Ah non, dans quel film apparaît la chanson Et la chanson, ça me donne. Nos étoiles contraires, Perfect Sisters et Vampire Diaries. C'est ça. Faut avouer. Hein. J'avoue, j'ai tellement chaud. Et donc là, Midnight City aussi. Tu... Moi, j'ai l'impression que ça flotte, là. Ouais, c'est un peu ça, c'est que ça a été. Temps suspendu. Ça a été, en fait, ça a été hyper progressif. Déjà, l'objectif de Decathlon était de nous laisser vraiment indépendants et surtout pas de casser le jouet, mais de s'appuyer sur les forces de Decathlon. Donc, globalement, on a eu, tu vois, sur les 5 dernières années, une super progression en termes de croissance, en termes de... On avait créé une vision avec les JO 2024 qui ont été un moment fort pour nous. On a eu des impacts, on a même eu à l'époque la ministre qui nous a fait une vidéo pour toute l'équipe pour nous motiver. Enfin, on est vraiment rentré dans un écosystème où on était hyper important grâce à Amélie Castera. Exactement. Ouais. Exactement. Et tu vois, aussi on a eu l'impact de... Maintenant, on s'appelle Train Me Groupe Decathlon. Et on a fait des stats de s'appeler Decathlon, le taux de rendez-vous a augmenté de 30%. Parce que Decathlon, marque préférée des Français, Ouais. ça rassure le ou la RH, tu vois, à nous prendre un rendez-vous, ça nous fait connaître. On a rajouté, maintenant en équipe aussi, des entreprises avec du matériel Decathlon, donc on a vraiment... Des vraies synergies, en des fait. vraies synergies. On a choisi pendant cette période-là d'appuyer fort sur le B2B. Et là, une des raisons, il y avait une raison marché, une raison de rentabilité, mais c'est aussi que chez Decathlon, notre place, on était beaucoup plus légitime sur la partie B2B parce qu'en fait, sur le B2C, qui est leur métier, ils étaient beaucoup plus forts que nous. Donc voilà. Donc, en fait, tout ça a fait que ça a été hyper intéressant. Après, on a eu une des anecdotes que j'ai retrouvées, c'est que lors du premier comité stratégique, donc une des personnes de chez Decathlon qui nous accompagne et avec qui ça se passe super bien, on est toujours avec lui. À un moment, il regarde notre chiffre d'affaires, il fait ah, mais ça, en fait, c'est l'équivalent d'un rayon fitness d'un bon magasin Decathlon. Donc là, on fait waouh. Donc voilà. En fait, tu reprends la mesure de... On prend la mesure. Déjà, la mesure, mais après, comparer un chiffre d'affaires d'une solution digitale versus un rayon fitness, ça n'a rien à voir. Donc, mais aussi, tu prends la mesure de la goutte d'eau que t'es aussi. Ouais. Donc, c'est tout. C'est à la fois l'éloignement, tant un peu de vision qu'on a, et aussi la goutte d'eau qu'on est et qu'on reste. Hein. C'est 18 milliards, Decathlon. Ouais. Mais il t'a dit ça pourquoi? Bah, mais lui, ça le fait. En fait, c'était pas du tout péjoratif. D'accord. Il voulait remettre les choses dans le contexte. Ah ouais. C'était ça le rassurait, je pense. Ok, c'est combien? C'est quand même moyennement sympa, quoi. Oui, mais alors maintenant, encore une fois, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'était pas du tout méchant de sa part. D'accord. Peut-être maladroit. Sûrement même, mais nous mais c'est Vous juste n'êtes pas vexé en tout cas. Non, c'est pas vexé. On a souri, mais je me suis juste dit waouh, on part de loin. Je me suis dit ça. Mais en fait, et ça recoupe à ce que je t'ai dit juste avant, c'est que eux étaient aussi au début. Et même eux, avec leur recul, ils ont appris, en fait. On apprenait ensemble. Et là, les relations, les discussions qu'on a n'ont rien à voir avec celles de la première année. Au-delà de la maturité de chacun, c'est qu'ils sont devenus beaucoup plus forts dans leur métier, comme nous, on est devenus plus matures sur nos métiers. Dans cette idée de... où évidemment on regrette pas parce qu'en plus on fait un choix, donc ça c'est un de le regretter, mais il y a des moments où tu t'es dit j'avais vraiment pas prévu ça. Non, parce que globalement, je te dis, on était toujours sur plus du positif que du négatif, et je le dis pas parce que je suis toujours dans la boîte. Tu m'as promis. Hein. C'est ça, vraiment, je le pense. Et puis moi, je suis quelqu'un, vu ce que tu as dit, en fait, il faut assumer tes choix.
Et ça s'est jamais assez mal passé pour me dire ouais, on aurait été mieux avant. Il y a eu des frustrations, mais ce qui est normal, comme ça aurait été avec un fonds VC, comme ça aurait été avec un entrepreneur, donc ça c'est normal. Mais honnêtement, la note est hyper positive à la fin. Et ce qui est intéressant, si tu veux bien partager, mais quand tu parles de frustration, et en plus, je trouve ça beaucoup plus facile de le partager quand on parle d'un repreneur qui joue le jeu et qui, pour le coup, joue vraiment bien le jeu, de quand même rappeler que tu as des frustrations et que ça n'empêche pas les frustrations, et si tu es capable de les verbaliser ou de les expliciter par des exemples très concrets, je trouve que ça permet à chacun et chacune de se projeter sur ok, si moi je le vivais, et a priori il y a de fortes chances qu'ils vivent bien une ou deux frustrations, et qu'en fait tout épisode cumulé de cash out sur une centaine d'entrepreneurs, je sais pas combien de frustrations on pourrait lister, mais il y en a plein, et c'est toujours des petits détails. Ouais. J'ai un exemple assez concret de frustration qui est toujours le cas, hein. C'est que tu vois, nous on a environ 1000 à 1500 intervenants, principalement des coachs, qui vont d'un point A à point B dans des entreprises, donc qui sont dans des salles de sport, donc qui voient beaucoup de monde, qui sont visibles et qui sont experts par définition. Et on n'a toujours pas réussi à créer qui soit habillés en marque Decathlon, que ce soit Domios ou une autre marque qui prennent de chez eux. Mais du coup, à cause de Decathlon pour le coup. Dire à cause, c'est un peu dire. C'est qu'on n'a peut-être pas assez, nous, prouvé la valeur. Je dirais pas que c'est à cause. Non, mais en fait, ce que tu veux dire, c'est que si ça avait été Trainme, tu les aurais tous mis un Trainme et point. Ouais, exactement. Et que je pense que ça a énormément de valeur pour les marques Decathlon. Et une option intermédiaire à date de dire je les mets tous en Trainme et puis ça servira quand même à un moment la marque Decathlon parce que Trainme et Decathlon sont associés. Sachant que Decathlon a plein de marques. Exactement. Alors oui, mais il y avait moyen de faire quelque chose, je pense aussi. Et puis par sport en fait, parce que vu que nous les sports ils sont hyper identifiés, c'est hyper simple. Non, c'est ce qu'on fait la plupart du temps en fait. Ils sont bien Trainme, mais il y a des coachs qui arrivent dans les entreprises alors que les entreprises ont payé du Trainme Decathlon en Adidas. Ah. Ça arrive. Ok. Voilà. Donc ça c'est une frustration. C'est petit et ça nous empêche pas de développer notre business. Évidemment. Mais c'est très concret et je trouve que c'est assez parlant. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, à l'inverse, j'aime bien quand même contrebalancer. C'est que par exemple, dès que tu fais une activité de Trainme maintenant, que ce soit en B2C ou en B2B, tu gagnes des points de fidélité. Chez Decat. Ouais, donc ça c'est dans le programme de feed. Avec leur programme Decat Club, qui est leur programme de feed, qui marche bien, tu gagnes des points, donc ça c'est super. Et pareil, si tu as des points Decathlon, tu peux les transformer en carte cadeau Trainme. Donc voilà, on a quand même fait des super choses ensemble. Sacha, tu as l'air de bien connaître, c'est ce qui explique cette musculature avancée. Le sport ? Ouais. Me chauffe pas parce que sinon on va terminer l'épisode. Voilà. Il a écouté l'épisode avec Sébastien Bécard, ouais. On est encore un peu loin de la fin. Donc on va pouvoir accélérer, mais moi je tiendrai pas jusqu'au bout. Et je voulais juste aussi, ce qu'on a, tu sais, sur les jours d'après, on n'a pas beaucoup insisté, mais il y avait quand même aussi un enjeu auprès des équipes. Merci. On voulait le matérialiser et je me souviens qu'on était allé les visiter Decathlon, ils avaient été vraiment cool, visiter l'entrepôt, visiter leur concept, etc. Et on a eu le discours du numéro 2 de Decathlon et qui avait été hyper inspirant. C'était qui ? C'était Franck Vigo. Et il en a parlé, Gary, dans son épisode, et qui est une super personne. Ouais. Et je me souviens, et ça avait marqué toutes les équipes qui étaient là et qui sont encore là, c'est qu'il avait dit que le principal concurrent de Decathlon, on s'attendait à un Nike, un Adidas, c'est Netflix. J'allais dire l'oisiveté, mais c'est exactement ça. Donc ça prend du temps et en fait le temps humain il est limité. Donc si tu fais trop de Netflix, tu fais plus de sport, donc tu consommes plus du Decat. Et c'était hyper inspirant. Et ça aussi, ça a marqué les équipes et ça nous a marqué nous en tant qu'entrepreneurs, c'est que ça y est, on était rentré dans une autre dimension. Quand tu te dis que ton concurrent c'est Netflix, que toi t'es en train de comparer tes mots-clés avec le concurrent d'à côté, t'es dans une autre dimension. Je dis pas qu'il faut pas faire l'un ni l'autre, mais c'était hyper intéressant. Il faut le micro et le macro. Exactement. C'est une vraie vision, ouais. Exactement. Et ça c'est hyper intéressant et ça nous a fait passer un cap à nous et aux équipes. Et donc ça c'est vraiment super. Et les équipes ont pris le pli et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que de temps en temps les équipes avaient même
envie de plus de synergie. Il faut un peu... non, on reste une entreprise, on s'appelle Trainme Groupe Decathlon, on doit avancer par nos propres moyens. Et tu penses que l'autre acquéreur avec qui ça s'est pas fait, dont on ne donne pas le nom, est-ce que tu penses que ça aurait été pareil ? Alors, quasiment sûr que non, parce que déjà, On peut parler de la typologie d'acquéreur ? C'était une boîte aussi française. Ça, d'ailleurs, on était assez contents qu'à chaque fois le repreneur soit français. C'était une boîte qui a bien grossi depuis, mais qui devait faire 300 millions. Donc quand même plus petite que Decathlon, qui était franco-européenne, donc pas internationale comme Decathlon est dans 52 pays, je crois, un truc comme ça. Donc c'était pas le même taille, et c'était pas le même typologie de synergie. C'est quoi, c'est une boîte de coaching en ligne ou un truc comme ça ? C'était une boîte de salle de fitness. Ok, intéressant. Donc c'était complètement différent, donc ça aurait été différent, rien que par la taille, la typologie de boîte. D'accord. Donc ça aurait été différent. Et il y avait une volonté. Et la grosse différence, c'est que ça, par contre, le premier repreneur était beaucoup plus vouloir nous intégrer, contrairement à ce que je vous ai dit, Decathlon qui voulait pas casser le jouet. Donc ils estimaient que de s'intégrer trop à Decathlon, ça allait tuer parce que s'ils savaient le faire, ils l'auraient fait en interne. Et ce qu'on faisait, on devait le faire de manière à côté. En synergie, mais à côté, alors que dans l'autre, on était plutôt l'objectif. C'est ça le plus fort, c'est d'arriver à créer beaucoup de synergie, d'intégrer quand même d'une certaine façon, mais sans tuer l'ADN et Exactement. sans transformer, sans avaler la boîte. En toute honnêteté, on a encore vachement notre ADN, tu vois. Résultat, en fait, vous êtes toujours là. 5 ans après, on sait à quel point ça peut titiller un entrepreneur de redevenir entrepreneur après une vente. Et c'est une super transition faite par moi-même pour nous amener à la dernière rubrique. Merci. Je l'ai beaucoup travaillé. On finit avec Cabrel. Presque on finit encore et encore. D'abord vos corps qui se séparent. Ça y est. T'es seul dans la Lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires comme Un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne. Les heures s'allongent comme les semaines. Et tu te retrouves seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. T'as personne devant. La même nuit que la nuit d'avant. Les mêmes endroits, 2 fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs. Encore et encore entrepreneur. Ouais, alors on l'a dit, alors là c'est particulier parce que je t'oblige à parler d'une suite, mais je pense que même Decathlon ne peut pas envisager que tu restes, quelques exceptions près peut-être, mais ad vitam aeternam, mais t'as même pas 35 ans. Si, 36 T'as ans. 36 ans. C'est gentil de me rajeunir. Et tu les fais pas, mais ça doit être le sport. Sûrement, c'est que ça. Et mais évidemment, tu te projettes pas jusqu'à 80 ans là-bas. Donc toi, aujourd'hui, en t'accomplissant encore dans ce que tu fais, et c'est ça qui est intéressant, comment tu te projettes sur une suite, qu'elle soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, est-ce que tu le prépares mentalement déjà ? Est-ce que tu prépares businessment aussi ? Déjà, pour être un peu concret, là, on est en train d'écrire une nouvelle vision pour Trainme, dans laquelle on est potentiellement intégré et qui potentiellement écrit une nouvelle page, donc quelque chose d'intéressant. Et sur le moyen long terme, il y a clairement, moi, c'est sûr, une envie d'entreprendre et de réentreprendre.
ce que j'avais déjà, même quand j'ai lancé Trainme, je me suis jamais dit que ça serait mon unique boîte. À tort ou à raison, mais en tout cas ça c'est obligatoire et j'ai de temps en temps moi l'excitation de la feuille blanche. Ça me fait pas du tout peur, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Mais par contre, avec une approche complètement différente déjà. Même si j'ai que 36 ans, j'ai plus le même âge. J'ai l'expérience que j'ai eue, j'ai des choses que j'ai bien fait, que j'aimerais bien refaire et rater, mieux faire. Donc voilà, avec une nouvelle approche, mais c'est une envie d'entreprendre qui est toujours là, qui est toujours hyper forte. Et après, tu me demandais d'un point de vue business, non, j'ai pas le temps d'y réfléchir. Et puis je pense que c'est pas le moment. Par contre, j'ai un petit peu... C'est comme beaucoup d'entrepreneurs, je crois, le FOMO de temps en temps. Je vois des sujets, je me dis, j'aurais bien aimé y être ou être. J'y avais pensé, j'aurais pu. Voilà. Ou des secteurs, tu vois, qui explosent en ce moment où tu te dis, il y a des trucs à faire. Mais bon, voilà. À part ça, je suis très. Et je me concentre. Et je fais souvent des bilans introspectif, dirons-nous, et je pose le pour et le contre, et pour l'instant je suis très heureux de ce que je fais et de ce que j'ai déjà accompli. Tu te vois pas devenir CEO de Decathlon Honnêtement non, et puis je pense que je suis pas la bonne personne. C'est honnête de pouvoir le reconnaître. Alors sans spoiler, et je te laisse poursuivre, mais tu disais par faire les mêmes erreurs, ce qui est surtout ce que t'en feras d'autres. Le sujet, moi, qui m'intéresse, et c'est peut-être pas là-dessus que tu voulais aller, mais souvent l'après, t'as deux écoles d'entrepreneurs, ceux qui foncent tête baissée un peu, je pense, par peur du vide. Globalement, tu parles de feuilles blanches, t'as des gens à qui même le silence fait peur, et c'est forcément une vie moins rythmée, plus silencieuse si tu relances pas quelque chose. Donc t'as une voie d'entrepreneur qui peut être prise de dire je relance tout de suite quelque chose, le premier projet, j'exagère un peu, mais qu'on va me proposer, et souvent avec l'idée quelques mois ou années après de dire putain, j'ai pas pris le temps de me poser, de réfléchir, et inversement, t'as ceux qui vont vraiment prendre le temps et parfois quitte à se perdre dans le... Pour être cohérent avec ce que je t'ai dit depuis le début, tu sais... Tu vas foncer. Je vais foncer parce que... Alors, une des raisons, c'est lié à la reconnaissance. Tu sais, être CEO d'une boîte, c'est un statut social. Ouais. Au-delà de... Et donc, quand t'as plus rien, moi, c'est quelque chose, par contre... ça va te faire mal. Qui va me faire mal, oui. Parce que t'es plus personne. Et ça, c'est complètement décorrélé, d'ailleurs, de la partie purement monétaire. Ouais, complètement, bien sûr. Et ça, je l'ai appris à travers des expériences d'entrepreneurs, que ce soit amicales ou familiales. T'en as qu'on fait des dépressions sévères. Alors qu'ils avaient de quoi plus besoin de travailler. Oui. Pour être très clair. Et ce qui n'est pas mon cas, mais le sujet, non, moi je pense, voilà. Après, il faut effectivement pas prendre le premier projet qui tombe et être un peu plus, se donner un peu plus de temps. Mais par contre, je sais que j'ai besoin d'avoir un statut social à travers le travail. Il y a une question que je t'ai pas posée. Ton associé, il est encore chez Decat aussi? Il est encore chez Trainme. Ouais. Pardon. Ouais. Et on est toujours mandataire social pour ça. Ok. Lui, moi, président de l'UDG, pour l'instant, on est, ce que je te disais, toujours alignés. Même sur la vision qu'on travaille, on est alignés. Et lui est dans l'optique aussi de continuer. Et après, souvent la question qui suit, c'est est-ce que tu réentreprendrais avec lui? Bon, vas-y, question bateau. Attends, ça va. Moi, là-dessus, et je crois lui avoir déjà dit, je pense que ça serait top, ça serait une force. Après, je mets toujours un bémol très, très honnête, c'est que faut être sûr qu'on soit encore aligné dans l'envie. Ouais. Comme dirait Johnny. Parce que tu vois, quand tu as fait une première boîte, et tu peux avoir des évolutions humaines très différentes. Et moi, ça, je veux vraiment pas... garantir que le socle sur lequel tu repars est ok, solide. On ait encore envie de se... Enfin, tu vois, il y a un peu cette notion d'envie de se faire mal. Et ça, bon, c'est très personnel. Je pense qu'il l'a envie, mais tu vois, il faudra le vérifier au moment dit. Mais par contre, oui, ça serait une énorme force. On se complète super bien
en termes de compétences. Lui est Tu te plutôt- comprends On se vite. comprend. C'est un track record à 2, donc ça rassure les équipes et les investisseurs. Mais toi qui parlais de reconnaissance des pairs, je te cherche, mais t'as le droit de me dire Non. sur ta question. Mais pour le coup, ce sera moins bateau peut-être. Est-ce que vous relanceriez une boîte ensemble? Mais tu peux avoir aussi cette envie de prouver que tu peux réussir seul. La carrière Tu vois solo, ce que la je veux carrière dire? solo, tu vois. Ouais. Alors, c'est sûr que je n'entendrai pas seul. C'est pour ça que j'ai une Non, énorme mais admiration. Mais je t'explique. Tu vois où je veux aller. Ouais, non, ça non. Enfin, non. Déjà, il y a une des chances qu'on a dans notre duo, c'est qu'il me laisse la lumière. Parce que on s'est trouvé comme ça. C'est un deal qu'on n'a jamais, qu'on a peut-être Implicite, verbalisé, mais au implicite début, en tout cas, ou- exactement. Avec moi, avec la plus, qui soit la tête de proue. Donc ça aussi, je sais que c'est une chance que j'ai. Ouais. Et que puis ça des sera fois, pas forcément et- pareil avec le prochain. Et des ou fois, la ça peut prochaine. changer au fil du temps. Exactement. Mais donc ça, je sais que plutôt me rassocier avec lui répond à ce besoin de besoin. reconnaissance. Et là, peut-être il dira bon, maintenant, Maintenant, peut-être que lui, il dira l'inverse. Justement, j'en peux plus. va au back office un peu. Va à la mine. Arrête de faire des claquettes. Écoute, tu fais des super claquettes. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je vais te proposer de conclure en musique. On t'a demandé sur quel son t'avais fait la fête. Et en fait, je me rends juste compte qu'il y a une question que je vais te poser tout à l'heure que j'ai oubliée. Alors, ça va être un peu décousu, mais je veux qu'on revienne sur les annonces aux équipes. Tu parlais des équipes. Le moment où vous annoncez aux équipes, comment c'est pris? Est-ce que c'est divers, les réactions Ouais, bah en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, je me souviens quand on l'a annoncé, moi je me suis dit, c'est forcément une bonne nouvelle. Parce que tu vois, Decathlon hyper connu, marque préférée des Français, qui paraît super boîte, rassurant, parce que voilà, cohérent aussi avec le projet. Tu vois, on s'était pas fait racheter par McDonald's, tu vois. Donc voilà, français, bon. Mais ça a miné, en fait, l'inconnu, tu te rends compte, qui moi, en tant qu'entrepreneur, m'excite un peu. Certains, faisaient peur, en fait. Parce qu'on n'est pas tous entrepreneurs. Bah oui, sinon on le serait tous, effectivement. Mais c'est un vrai point. Donc toi, t'arrives tout guiré, t'as préparé ton discours en mode c'est un truc de ouf. Ouais. Et là, tu sens que, alors certains, j'imagine, embarquent direct. Et donc, il faut faire un peu du micro pour expliquer, pour dire qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que vous allez partir? T'avais combien de personnes à l'époque? À l'époque, on n'était pas nombreux, on était une vingtaine. D'accord. Maintenant, on est une Oui, cinquantaine. donc tu vois tout le monde dans les yeux quand tu Oui, fais ton ça, on discours. n'est pas- Tu peux encore faire du one-to-one. Exactement. Et donc, ça, voilà. Et il y a le côté. Et donc- le vrai sujet, je me souviens maintenant, c'était. Est-ce que vous restez? Est-ce que vous allez partir, rester, etc. Ce qui est là, par contre, effectivement une très bonne. Enfin, je trouve une question importante. Ouais. Parce qu'on incarne, et d'ailleurs, on l'incarne toujours hyper fort, cette boîte. Donc. Et puis qui doit aussi être plaisant, c'est-à-dire que tu sens que la peur elle est sur le fait si vous êtes plus là qu'est-ce qui se passe. Donc c'est que tu as plutôt bien bossé sur un certain nombre de sujets. Et sur les vins, je lève le doigt comme à l'école. Et sur les vins, aujourd'hui, t'en as gardé quelques-uns? Ouais, complètement. J'ai pas le chiffre en tête, mais au moins un bon tiers, notamment dans les membres du CODIR. Donc il y en a qui sont restés. En tout cas, personne n'est parti parce que c'était Decathlon. D'autres sont partis. Oui, parce que la vie, quoi. Après, t'as la vie. Ouais, Ouais. La vie, voilà. Après, ça tourne, tu vois. Mais il y en a aucun qui s'est dit, ça a changé. Parce que, encore une fois, on est resté très Chez approche vous. start-up, très chez nous. On est dans nos locaux. On n'est pas, en fait, on n'a pas changé à proprement parler de dimension et d'ambiance. On a juste continué à accélérer. Ça, c'est vachement beau aussi. On envoie le son de la fin sur comment t'as fêté le deal. T'as vraiment fêté le deal, gros stuff? Et bah écoute, le sujet de fêter, non. Ah oui, pas ben assez, non, pas assez. Covid. Ouais, Et Covid. puis Covid, ouais. Non, on a, je sais pas si dans ce qu'on a fait, et ce qui était important pour nous, ça je te l'ai plusieurs dit, c'est qu'on a fait un événement auprès de nos investisseurs pour les remercier, l'écosystème. Ça, c'était hyper important, on a réussi à le faire. Tu l'as fait sur Eventbrite? Non, mais je l'ai rendu privé. Mais, encore une fois, et je l'ai déjà dit, mais j'étais quand même toujours dans l'optique, et quand on me demandait comment ça va, c'est que le début. Et je me souviens qu'il y avait des gens qui comprenaient pas, en fait. Ils disaient, mais c'est fini, en fait. Il y a des gens, quand tu dis tu t'es fait racheter, c'est fini, Trédmi, donc qu'est-ce que tu vas faire? Et preuve en est, 5 ans après, je suis toujours là, donc.
Moi, j'ai cité Eventbrite, mais du coup, je cite aussi With Event. Qu'on c'est moi aime qui l'ai cité en premier. beaucoup. On envoie donc Rof, la fierté des nôtres. Donc c'est un merci collectif à tout un tas de gens qui ont partagé c'est ça en fait. l'aventure. C'est peut-être encore lié à la reconnaissance, mais aussi important de remercier les équipes, de remercier ceux qui nous ont suivis, soutenus, nos conjoints, nos conjointes, tout ça. C'est un travail d'équipe en fait à la fin, et surtout pas rester nombriliste. Ça c'est hyper important. Et ben merci pour le partage, merci pour l'épisode. On envoie. Merci. Préviens tes apôtres, Rof de retour, c'est la fierté des nôtres. Ceux qu'on voit peu ont toujours la cote. Rof de retour, c'est la fierté des nôtres. Il se trouve que les fautes ont de la famille chez les nôtres. Rof de retour, c'est la fierté des nôtres. Jamais dans la mode, toujours se démarquer des autres.